dans nos bonnes pratiques deviennent des pièges. J'aimerais ensemble qu'on réponde à la problématique suivante: comment réduire la complexité inutile dans les projets informatiques? Pour ça, on va dans un premier temps décrire ce qu'est la complexité inutile parmi d'autres types de complexité. On verra ensemble comment on peut la repérer et comment on peut s'améliorer pour la réduire au maximum. Je me présente, je m'appelle Pierre Belin, donc je suis développeur depuis plus d'une dizaine d'années et je travaille principalement pour des clients sur des problèmes de refonte de projets. Et donc je suis confronté assez fréquemment à du code legacy, de la complexité inutile, et mon boulot c'est justement ça, de réduire cette complexité inutile, améliorer la maintenabilité et rendre plus simple et performante des applications. Tout ce qu'on va voir ensemble pendant ce talk, c'est mon retour d'expérience. L'idée c'est pas de critiquer toutes les personnes qui produisent de la complexité inutile, j'en produis encore. Par contre, c'est pas non plus l'occasion de dire que toutes les complexités sont mauvaises. On verra qu'il y a de la complexité qui est intéressante et d'autres qui ne l'est pas. Tout dépend, comme d'habitude, toujours du contexte. Ce que je vous propose avant de démarrer, c'est de faire un état des lieux de ce que c'est le métier de développeur et développeuse en 2025. Pour moi, il y a une première partie qui est le syndrome de l'outil. Le syndrome de l'outil, on peut le voir au fur et à mesure qu'on grandit en expérience en tant que dev, au fur et à mesure on se concentre sur le langage, sur lequel on apprend à travailler. Ensuite, on va avoir tout l'écosystème autour, vous allez pouvoir faire de l'orchestration, du Grafana, du log, etc. Et en fait, pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce que pour un dev, maintenant, ce qu'on attend, c'est toute une liste d'outils pour pouvoir être sur le marché du travail, que ce soit sur les CV, sur les postes d'emploi, etc. On a aussi toute une jungle d'acronymes. Pour en citer quelques-unes, du TDD, du DDD, du Solid, etc. On est un peu confronté à ça. Ça va soit être des acronymes, soit des design patterns, et on a l'impression un petit peu collective que c'est des informations qu'on est obligé de maîtriser pour devenir des développeurs. Ça donne un petit peu l'effet inverse de se dire si je ne maîtrise pas, par exemple, DDD, je ne suis pas un développeur expert. Et enfin, on est un métier dans lequel il y a beaucoup d'ego. Alors c'est une étude qui a été faite en 2019 par Stack Overflow, qui avait tendance qui a demandé aux devs comment est-ce qu'ils se pensaient situés par rapport à la moyenne des devs. Et 70% des devs ont dit qu'ils étaient potentiellement meilleurs que la moyenne des développeurs. Alors 70% c'est impossible. On pourrait revenir sur comment a été faite cette étude, mais elle montre quand même quelque chose de global, qui est que les devs ont tendance à se croire meilleurs que ce qu'ils le sont vraiment. Et pour moi, ces trois points qu'on vient de voir, donc les outils, les acronymes et les égos, c'est tout ce qui va amener la complexité inutile dans les projets informatiques. Pour l'illustrer en une image, je vous présente celle-ci qui pour moi est la plus parlante. Lorsqu'on est junior en dev, on a tendance à faire des choses simples, pas forcément parce qu'on a le choix, mais parce qu'on découvre le métier et on produit les choses le plus simplement possible. Ensuite, plus on grandit en expérience, plus on découvre des principes, des patterns, des outils, et on a tendance à vouloir les mettre partout. On va faire des patterns, on découvre le CQRS, on va en mettre, on fait du DDD, on va vouloir en mettre partout. Et avec ça, ça va amener toute la complexité inutile qu'on a avec, parce qu'on va vouloir après appliquer ces concepts coûte que coûte. Et ensuite, à force de se casser les dents et de se rendre compte que on en a un peu marre de se trimballer cette complexité inutile, on va commencer à réduire ça pour pouvoir les appliquer, tous ces concepts, uniquement dans les cas où c'est pertinent. Donc qu'est-ce que la complexité? On va voir ensemble trois types de complexité. Pour moi, la première complexité, c'est la complexité essentielle et celle qui est inhérente dans les projets. Je trouve que c'est la complexité la plus intéressante dans le métier de dev, elle est incompressible, c'est celle qui nous force à réfléchir, à concevoir, à se casser la tête au niveau de la conception, etc. Et c'est principalement pour ça qu'on est des développeurs. Donc cette complexité-là, elle est très importante dans notre métier. Ensuite, on a de la complexité pertinente. C'est de la complexité qu'on, en plus du métier, décide d'ajouter contre des avantages. C'est généralement des réflexions d'équipe sur lesquelles on va pouvoir se dire « D'accord, notre projet va être un peu plus complexe parce que tel avantage, tel avantage, tel avantage. » Bien sûr, cette complexité, elle dépend de l'équipe dans laquelle vous travaillez. Vous ne pouvez pas choisir une complexité, un certain niveau de difficulté si vous êtes avec une équipe de juniors ou si vous êtes avec une équipe de développeurs seniors. Et enfin, la complexité pertinente est à opposer à la complexité inutile, qui est celle qu'on décide d'ajouter, comme ça, sans raison valable. Alors je dis sans raison valable, c'est-à-dire qu'on n'a pas forcément posé les pour, les contre, on a voulu décider d'utiliser tel ou tel outil, et ensuite, elle va être plus contraignante qu'autre chose. On pourrait aussi la définir par le fait que c'est une complexité qui va être dure en termes de maintenabilité, qui va rendre le code complexe, qui va tout simplement rendre le code désagréable. Et le problème, c'est qu'on a tendance à justifier cette complexité inutile qu'on a décidé d'ajouter de manière arbitraire comme de la
complexité pertinente. Alors, on pourrait se dire, oui, mais moi, ça ne me concerne pas vraiment. Quand je rajoute de la complexité ou que je rajoute des outils, je prends toujours connaissance de me dire, voici les avantages, voici les inconvénients. Mais en fait, pas vraiment. Ça nous concerne un petit peu tous dans le monde du développement, et on peut le voir un petit peu à travers ce mojo, qui est que lorsqu'on présente du code que l'on écrit nous, on a tendance à un petit peu le surévaluer par rapport à ce qu'on a produit. On va présenter tous les avantages, etc., de ce qu'on a fait, on en est un peu fier. A contrario, lorsqu'on va regarder le code des autres, on va directement le pointer du doigt. Ça nous arrive tous, on regarde une codebase qui n'est pas la nôtre, et le premier réflexe c'est « Oula, c'est complexe, qui a écrit ça de cette manière-là, je l'aurais fait différemment ». Et ça montre très bien ce biais qu'on pouvait relier tout à l'heure à l'ego, qui est que on est beaucoup plus dur sur les autres que ce qu'on est nous-mêmes, et du coup on n'a pas tendance à voir la complexité inutile qu'on amène sur les projets. Donc pour ça, ce que je vous propose, c'est qu'on voit ensemble 3 exemples qui sont pour moi très parlants de complexité inutile qu'on a eu dans le monde du dev. Le premier, c'était les microservices implémentés dès le jour 1. Aux alentours des années 2015, alors moi c'est les années où j'ai commencé à m'en rendre compte, on a eu une grosse vague de « les monolithes ça n'existe plus, vous devez tous passer sur des microservices et il faut en mettre partout ». Alors à main levée, est-ce qu'il y a des personnes qui se sont trouvées dans cette période-là de microservices? Voilà, je crois que ça parle à tout le monde. Et parmi ces personnes-là, est-ce qu'il y a des personnes qui sont revenues en arrière sur du monolithe après s'être cassé les dents? Ok. Donc on a eu un petit peu cet effet-là de, on a eu une pratique, on a présenté les avantages du microservice. Alors l'idée, c'est pas de dire que le microservice ça ne sert à rien, puisque dans certains contextes précis, c'est très intéressant. Par contre, c'est pas une architecture qu'il faut qu'on applique partout. Et on s'est cassé les dents dessus, beaucoup de gens se sont cassés les dents dessus, et on est retourné sur des applications un peu monolithes. Pour donner des exemples plus grands, on a eu Amazon sur certains services qui passaient du microservice sur des monolithes, justement pour ces problématiques-là. Ensuite, deuxième exemple, ça va être d'appliquer GraphQL par défaut. Alors GraphQL, vous pouvez le remplacer par n'importe quelle autre technologie. L'idée, c'est de dire qu'on a vu une méthodologie qui est appliquée par un grand du GAFAM, et du coup, si les GAFAM le font, on va le faire aussi. Parce que pourquoi pas? C'est pour moi une des erreurs classiques qu'on fait, c'est de vouloir se comparer déjà à des sociétés qui sont de GAFAM. Désolé, mais on ne travaille pas forcément déjà tous pour des GAFAM, et puis ils ont des avantages et des inconvénients qui ne peuvent pas forcément s'appliquer à nos structures. Et du coup, les copier, c'est potentiellement se trimballer de la complexité que eux sont prêts à encaisser par rapport à leur performance, que nous, on n'est pas prêts. Le troisième, c'est le nouvel outil à la mode. Alors je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui traînent sur LinkedIn ou les newsletters, etc. C'est un petit peu la foire à présenter tous les nouveaux concepts, tous les nouveaux paradigmes, tous les nouveaux outils, et on a tendance à, même en participant à des conférences, lorsqu'on voit un nouveau concept, par exemple l'event sourcing pour en citer qu'un, d'avoir fait une conférence, de se rendre compte de tous les avantages que ça a, et de se dire « Ah, ça va résoudre mes problèmes, je vais présenter ça au boulot, et puis on va mettre ça directement en production dès que possible. » Ça, c'est une erreur, tout simplement parce qu'en fait, vous connaissez les avantages de ces solutions-là, mais vous n'avez aucune idée des inconvénients et de la complexité que ça va amener sur le long terme. Et c'est principalement ça qui fait couler des projets. Je peux donner un exemple qu'on a eu, nous, en .NET récemment. Mediator, qui est une librairie qui permet de faire du pattern médiateur, donc de découper l'interface avec le métier, est présentée comme le must-have pour tous les développeurs en C#, c'est-à-dire que toutes les personnes qui font de la présentation parlent de cet outil-là. C'est un outil qui est open source et qui est utilisé dans la majorité des cas à 2-3% de son potentiel. Et on s'est retrouvé il y a 6 mois à ce que cette librairie devienne payante. Donc on a une librairie en production dont on ne sert quasiment rien, parce que dans la majorité des cas, elle remplace une injection de dépendance, une librairie qui sera plus maintenue dans le long terme. Donc un exemple de complexité qu'on aurait pu s'enlever. Et enfin, le vibe coding. Je vais définir le vibe coding par le fait de déléguer une partie de ce qu'on code à une IA. Alors je ne tiens pas du tout à casser du sucre sur le vibe coding, parce que j'utilise personnellement Claude Code depuis plus de 6 mois, c'est un outil que j'utilise quotidiennement, mais par contre il faut aussi être au courant de la complexité que ça va pouvoir amener. L'IA, elle se focalise sur le résultat, c'est-à-dire vous lui dites « je veux une fonctionnalité, je veux résoudre ce bug, elle vous le résout », la majorité du temps. Par contre, elle ne va pas se concentrer sur la manière d'y arriver. Et c'est là que va être la complexité, puisque si vous ne contrôlez pas ce qui est produit, certes vous aurez un résultat, mais vous aurez un résultat avec une complexité qui est sûrement surdimensionnée par rapport à ce que vous avez besoin. Maintenant qu'on a vu ensemble des exemples de complexité, je vous proposais de parler sur
comment est-ce qu'on va pouvoir la repérer? Pour moi, le premier point sur repérer de la complexité inutile, c'est la difficulté à expliquer. Non pas la difficulté à expliquer les points positifs, puisque ça, vous pouvez le faire en regardant n'importe quel concept en 15-20 minutes. Par contre, ça va être d'être capable de comprendre quels sont les inconvénients que ça va amener. Puisque, sur le long terme, c'est les inconvénients d'un choix technique que vous allez payer tout au long du projet informatique que vous utilisez. Pour donner un exemple concret sur lequel j'ai travaillé, on avait fait un choix d'architecture où on avait décidé de mettre des événements en interne pour que, lorsque on a un utilisateur qui se crée, on va pouvoir décider d'envoyer un mail, on va pouvoir décider de débiter des crédits, etc. Tout ça de manière découplée. Ça semblait vraiment génial sur le papier, ça s'écrivait bien. Et puis ensuite, le client nous a posé la problématique suivante. Alors, c'est top, mais ce que j'aimerais, c'est que ça se fasse tout ou rien. Et là, on a un peu tombé des nues, parce qu'on s'est dit, l'archi, on n'avait pas pensé à ce cas-là. Et du coup, on a essayé de compenser l'architecture qu'on avait conçue par rapport à ça, et on a ajouté de la complexité sur un projet qui n'en avait pas forcément besoin, tout simplement parce qu'on n'avait pas pensé à tous les inconvénients que pouvait amener notre stratégie. Le deuxième, c'est la difficulté on-board. Quand vous arrivez sur un projet et que vous devez ramener d'autres personnes sur ce projet-là, si les personnes n'arrivent pas à s'intégrer, vous n'arrivez pas à expliquer, vous n'arrivez pas à déléguer certaines parties de vos tâches, ça peut être un red flag sur le fait que ce que vous faites a peut-être de la complexité un peu trop large. Je l'ai vu sur un projet pareil où j'ai travaillé, où en fait les développeurs arrivaient sur le projet et au bout de 2-3 mois, ils n'arrivaient pas à comprendre et ils partaient. Et ça, c'était vraiment catastrophique. Pourtant, la manière dont c'était écrit, vraiment le métier n'était pas si compliqué que ça. Mais la manière dont c'était écrit était vraiment un calvaire. Il n'y avait pas de documentation, il n'y avait pas de test, il n'y avait rien. Et c'est typiquement le type de projet où, au fur et à mesure, on accumule, et en fait, la complexité prend le devant sur le projet. On va aussi avoir la difficulté à livrer, à maintenir. Alors ça, c'est un petit truc que je fais moi. J'aime bien essayer d'estimer combien de temps je vais prendre pour réaliser des tâches. Alors, je ne vais pas rentrer en guerre avec le no-estimate. L'idée, c'est quand je fais des tâches que je vais pouvoir découper sur 1 ou 2 jours, j'essaie de me dire, ok, cette tâche-là, voilà ce que je vais pouvoir faire dans la journée. Parce que par rapport à tous les projets sur lesquels j'ai pu travailler, je sais que ce genre de tâche, je peux le faire en 1 jour, en 2 jours. Si je le fais en plus, ça me fait une sorte de petite alarme où je me dis, oula, peut-être que la manière dont j'ai conçu mon application, là, à l'instant T, est bien plus complexe que ce que ça devrait être. On peut aussi le voir d'un autre côté, si vous devez faire des changements, des features, etc., et que vous modifiez 15, 20, 30, 40, 50 fichiers pour vraiment des petites modifications, peut-être qu'il y a des améliorations à faire sur ce côté-là pour vous simplifier. Et enfin, la difficulté à analyser et à isoler. La première, c'est être capable de pouvoir très rapidement se détacher de l'infra. Ça pourrait être tout un autre sujet, mais d'être capable de pouvoir tester ce que vous faites. Si vous n'êtes pas capable de tester, peut-être que le code que vous avez écrit est trop complexe. Et si vous n'êtes pas capable d'analyser, donc ça va être soit suivre des logs, soit être capable de facilement débugger. Ça peut être aussi un bon red flag. Vous n'êtes pas capable de facilement trouver quelles sont les problématiques dans votre application. Peut-être que vous avez de la complexité inutile qui est cachée à l'intérieur. Comment est-ce qu'on peut s'améliorer? Alors le premier point, ce que je vous conseille, c'est de toujours commencer simplement. Écrivez le strict minimum de ce que vous avez besoin pour résoudre votre problématique. N'essayez surtout pas d'anticiper. Ça, c'est la chose que je vois sur tous les projets où, lorsque j'ai demandé aux développeurs pourquoi est-ce qu'il y a ce type ou pas d'architecture, ou pourquoi est-ce que ce bloc métier que je ne comprends pas parce qu'on ne me l'a pas expliqué, en général, la réponse est « Ah je l'avais entendu sur un bruit de couloir, du coup j'ai commencé à vouloir l'implémenter, et puis ça m'a fait modifier l'architecture, et finalement en fait on s'en est pas servi, c'est là, et puis voilà. » Et du coup on se retrouve à être doublement puni, on a pris du temps pour écrire du code, qui ne sert à rien, et on a rendu plus complexe une architecture qui n'en avait pas besoin. Donc comment c'est simple? Pour les puristes, je pourrais vous dire d'utiliser le TDD. Personnellement, je ne suis pas un utilisateur TDD, mais je comprends le principe de vous dire essayez de faire les choses simplement. Le deuxième, c'est d'analyser ses pratiques. Alors, analyser ses pratiques, c'est de prendre un peu de recul sur ce que vous produisez. On parlait tout à l'heure d'ego. Dans le développement, il y a une pratique qui est très intéressante qui s'appelle l'egoless programming, où l'objectif, c'est justement de décorréler le développeur de ce qu'il a produit. Vous n'êtes pas la résultante du code que vous produisez. Par contre, en vous basant là-dessus, ce que vous pouvez faire, c'est essayer de prendre du recul sur ce que vous produisez, d'être capable d'être critique sur ce que vous faites, avant de pouvoir
continuer un petit peu dans cette dynamique-là. Ensuite, essayez de connaître les limites des outils. Par limite, c'est toujours les inconvénients. C'est le plus important. Il y a plusieurs manières de le faire. Vous pouvez mettre en place des ADR, donc des Architectural Decision Record, dans lequel, pour une solution, ce que vous allez faire, c'est proposer 3 solutions possibles. Pour chaque solution, vous allez proposer tous les avantages et surtout tous les inconvénients. Ça va vous permettre de les confronter les uns aux autres. Et ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est, lorsque vous faites des choix d'architecture importants, de toujours penser à une solution de sortie. Ça ne veut pas dire qu'il faut l'anticiper, mais c'est intéressant d'en parler. Ça va aussi jouer dans vos choix. Et enfin, vous pouvez toujours se challenger. Challengez-vous en continuant à participer à des meet-up, en échangeant avec les personnes de votre équipe, mais aussi avec des personnes qui sont extra à votre société. Donc en conclusion, la complexité, ce n'est pas quelque chose dont il faut avoir peur. Il y a de la bonne complexité, il y a de la complexité qu'on accepte d'avoir, et il y a aussi de la complexité qu'on essaie un petit peu de combattre, la complexité inutile. Le meilleur moyen de la combattre, c'est déjà d'en être conscient. C'est la première étape, de se rendre compte dans quel moment je mets de la complexité inutile. Et ensuite, d'essayer de faire le maximum pour simplifier cette complexité inutile. L'important, c'est pas d'être parfait, c'est d'être conscient. Et j'espère qu'avec ce talk, voilà, vous essaierez un petit peu plus souvent de dire non à la complexité inutile dans un seul objectif qui est de rendre vos codes plus maintenables, plus simples et surtout plus agréables à travailler. Voilà. Merci beaucoup. Merci Pierre. Il reste 3 minutes pour des questions. Si Ok. Je sais pas on n'a pas, c'est pas grave. s'il n'y a pas de questions. Vous avez le droit de les poser après aussi si on a. Ouais, il n'y a pas de souci. Eh bien, merci. Sans ça. Oui. Hop.